Eh bien, voilà une vidéo imprévue du mois d'août. Et je considère que c'est une vidéo importante. C'est pour ça que je vous la shoot, malgré mes promesses de break. Ce sont des promesses que j'ai faites à certains. Suivez mon regard, surtout celui-là. Il n'est pas content. Regardez, pas content. Non. Enfin, j'ai réussi à le faire redescendre de son arbre. Goliath ne monte pas dans les arbres. Et donc, vu qu'il s'agit d'une vidéo importante, il n'est évidemment pas question que nous parlions d'animaux. Donc, on avance. Et en fait, l'idée de cette vidéo m'est venue par le biais d'un cas clinique. Un cas clinique très intéressant que j'ai vu il y a une dizaine de jours. Et ça me taraude depuis. Ouh là là. Oh. Ah oui, il fait trop chaud. Regardez que c'est cette épave. Oh là 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 là. Oxo. Oh non, je crois pas que tu vas pouvoir venir. Ah, c'est du roulé-boulé. Mais on avait dit qu'on ne faisait plus de roulé-boulé. Bon. Allez, viens. Viens quand même, parce que... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais tu es tout cochonné maintenant. Oh là là, mais... Oh, mon pauvre Oxo. Oh, Goliath, non, pas par là. Allez, par ici. Allez, on y va. Bon, donc, cas clinique, il y a une dizaine de jours. Et ça me turlupine, du belge peut-être ça. Enfin bon, vous comprenez, donc ça me taraude depuis. Et donc là, je n'y tiens plus et aujourd'hui c'est le cas clinique, mais derrière le cas clinique, il y a, je pense, quelque chose d'important, un message fondamental à vous transmettre. Donc, le cas clinique. Eh bien voilà, c'est une jeune patiente qui m'est amenée par sa maman, qui fait déjà de la médecine fonctionnelle avec une de mes collègues. Et le cas de la jeune fille est tellement compliqué que, no comment, voilà, il paraît que c'est moi qui dois résoudre ça. Ben, elle est faible, bon, elle a plein de problèmes, ça n'évolue pas. Et donc, voilà un chien, donc à mon avis, les ébats roulés-boulés vont se terminer. Oxo, bon, je vais récupérer mon Goliath, moi, avant qu'il y ait des heures. Oxo, viens. Et donc, cette patiente, bon, une liste de plaintes, y compris digestives, mais aussi manque d'énergie, fatigue depuis longtemps, fatigue chronique. Bon, on ne va pas tout détailler, mais en tout cas, j'en viens au fait important ici. Elle se présente avec un test d'haleine, donc un breath test qui, selon ce qu'on lui a dit, démontre une intolérance au lactose. Alors, je ne sais plus trop pourquoi ni comment, je vous avoue. Bon, il faudrait que je relise tout mon dossier pour me resituer dans l'état d'esprit de la première visite. Et voilà, un Golden Retriever qui passe. Donc je m'en repars. Décidément, on avait dit qu'on ne parlait pas d'animaux, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, Goliath. Non. Allez, viens ici. Donc, intolérante au lactose, d'après le breath test. Et donc, je sais pas, écoutez, le cas était compliqué. Alors, dans les cas compliqués, il y a une règle d'or qui consiste à ne rien croire de ce qui a été fait et de rouvrir toutes les portes, y compris celles qu'on a fermées, qu'on a peut-être fermées trop vite. Ok, ça c'est une de mes règles pour me sortir des cas complexes, parce qu'évidemment, on me présente beaucoup de cas complexes, moi. Hein? Bon, c'est un peu logique. Il paraît que c'est l'apanage de la seniorité. Malheureusement, la seniorité ne rime pas avec sérénité. Sérénité, si ça rime, mais en tout cas, ce n'est pas synonyme. C'est ça mon problème. Mais donc, je rouvre cette porte
Et ceux qui ont bien suivi l'affaire et qui font des petits rappels de mes vidéos sur la génomique, il y en a toute une série, je vous les recommande, savent qu'on peut tester l'intolérance au lactose en génomique. C'est le gène LCT. Et donc, avec l'accord de la famille, la mère soutenant cette jeune personne qui, en plus, tenez-vous bien, tient un magasin de chocolat, je ne sais pas comment on appelle ça moi. Attention à Goliath. Ah, voilà. Ah, c'est le jour de tous les dangers aujourd'hui. Oh là là. Bon. Bonjour la vidéo totalement agitée. Enfin, il faut dire qu'il fait très très beau, déjà trop chaud. On annonce un dôme de chaleur. C'est le 4e. Et aujourd'hui c'est encore tenable, mais on en profite avant que ce soit caniculaire. Donc, elle vend des chocolats. Alors, intolérante au lactose, bon, c'est pas qu'elle puisse goûter le chocolat au lait. Enfin bon, c'était pas son but, elle ne se plaint pas, mais moi je voulais un peu y voir clair, parce que la pauvre, on lui interdit plein de trucs, et puis finalement, il lui reste plus grand chose à manger. Elle est très très mince, pour ne pas dire maigre. Ok, donc moi j'essaye de voir si elle pourrait éventuellement manger des choses. Regarde, attention, manger des choses qu'elle ne peut plus manger pour le moment, parce que ça commence à ressembler un peu à un squelette, cette pauvre jeune dame. Bon, donc, bref, je fais mon génotype LCT. Un mois plus tard, le verdict tombe. Elle n'est pas intolérante au lactose, en tout cas sur le mode primaire. Vous voyez ? Donc je suis tout à fait d'accord qu'elle était probablement intolérante au lactose lors du bref test, mais c'est une intolérance secondaire, car il n'y a pas chez elle d'intolérance primaire. Et ça, c'est très important, parce que une intolérance secondaire au lactose signe un délabrement, une souffrance, une inflammation importante, majeure de la muqueuse de l'intestin grêle, parce que c'est là où on trouve la lactase. Et donc, cette jeune dame a la capacité génétique de produire de la lactase, sauf ses besoins. Nous resterons discrets. Produire de la lactase, mais elle n'en produit pas, ou en tout cas peu, à cause du délabrement de la membrane. Première conclusion. Vous voyez, je fais du raisonnement logique en repartant des principaux fondamentaux. Il faut toujours repartir des fondamentaux. Bon, si la muqueuse est délabrée, quel est à votre avis le premier suspect? Alors, si vous suivez bien mes vidéos, vous savez quel est le premier suspect. Et bien entendu, c'est le gluten. Eh bien, vérification faite sur l'anamnèse alimentaire, il y a une grosse consommation de pain et de pâtes. Voilà. Donc, problème. Il y a Goliath qui est filé pour courir après le Golden Retriever. Quelle calamité aujourd'hui. Oh là là. Et donc, ce deuxième diagnostic, cette deuxième constatation moyenne, cette deuxième constatation fait que on a déjà une très grosse piste, parce que quelqu'un qui a toutes les peines du monde à prendre du poids et qui a une forte consommation de gluten, avec une muqueuse dont on sait qu'elle est en tellement mauvais état qu'elle n'est plus capable de produire de la lactase, eh bien on a déjà une grosse piste. Et en effet,
Tout ça c'est confirmé avec d'autres analyses, etc. Bon, je vous passe tous les détails. Il y avait autre chose dans ce cas clinique avant que je ne revienne sur cette histoire de breath test et d'intolérance primaire et secondaire au lactose. Il y avait autre chose intéressante chez elle, c'est que rien qu'en regardant son questionnaire alimentaire, il y avait beaucoup plus d'aliments, beaucoup plus de cochage dans la section des viandes que dans la section des poissons. Donc on pouvait voir quasiment au premier regard sur un questionnaire alimentaire bien complet, bien rempli, qu'il allait y avoir un déséquilibre avec beaucoup plus de viande rouge que de poisson gras. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Une fois qu'on a vu, imaginez, on est le 7 août, j'ai oublié de vous dire, on est le 7 août à 16h30, il y a déjà des glands. Alors il y a eu un gros coup de vent, donc il y a des glands qui sont... Il n'y a absolument rien de normal ici. Des glands début août, excusez-moi, mais ça pose un problème. Et donc, ce déséquilibre se manifeste sur le statut en acides gras. Il faudra absolument que je vous shoote une capsule sur les acides gras, uniquement destinée à ça. Mais enfin, je vous en parle ici et là pour le moment. Ce sont déjà des bribes et il faudra recoller tout ça pour en faire un beau puzzle complet. Et donc, il y a un excès chez elle d'acide arachidonique. C'est un acide gras oméga 6 pro-inflammatoire. Et il y a un manque de PA. C'est l'acide gras oméga 3 qui est évidemment abondant dans les poissons gras et dans l'huile de poisson. Donc, en résumé, pour en finir avec le cas clinique, mais ce que je lui ai dit d'entrée de jeu quand elle est venue rechercher ses résultats, je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas bien, mais il y a des choses tout à fait flagrantes. D'abord, le diagnostic d'intolérance au lactose, il est relatif parce que c'est récupérable, c'est réversible une fois qu'on a remis les intestins en bon état. Bon, ça, c'est évidemment un gros boulot, mais auquel on s'attache. C'est en cours. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on lui a aussi diagnostiqué une intolérance au fructose. Bon, là, je n'avais pas poussé la plaisanterie jusqu'à lui tester les... Bon, je vais un peu me shooter. Jusqu'à lui tester le génotype ALDOB, l'aldolase B, qui est la manière génomique de vérifier l'existence d'une intolérance au fructose. Je ne l'ai pas fait, j'ai prévu de le faire la fois prochaine, mais je vous fiche mon billet, c'est exactement la même chose parce que c'est rare l'intolérance au fructose d'origine génétique, donc primaire. Donc elle a aussi une intolérance secondaire au fructose, et ce par malabsorption du fructose, autre conséquence d'une muqueuse intestinale délabrée. Voilà. Et qu'il faut réfléchir. Donc, ces intolérances existent, mais on va les récupérer en remettant la muqueuse intestinale en bon état. Pour ce faire, on a déjà 2 pistes fondamentales sans avoir encore examiné l'ensemble des tests. Il est évident que je lui ai fait un bilan complet, mais c'est pas là-dedans que je vous embarque aujourd'hui. Et donc, je trouve que c'est passionnant. On a une preuve de dysfonctionnement de la muqueuse intestinale qui condamne le gluten qu'elle mange en abondance, et elle doit évidemment inverser ce rapport entre sources alimentaires d'acide arachidonique, qui comprennent aussi d'ailleurs le beurre et... Tiens, qui est réapparu. Le beurre et les œufs, enfin le jaune d'œuf, mais
bon, tout ça doit être nuancé, on ne va pas tout enlever, évidemment, il s'agit de rééquilibrer. Et on doit aussi aller chercher les IgG jaune d'œuf, les IgG bêta-lactoglobuline et caséine, parce que même dans le beurre, il y a des protéines, contrairement au ghee. Et il y a évidemment parfois aussi des intolérances, des allergies alimentaires IgG à ces protéines laitières ou à l'œuf. Et donc, on doit tout personnaliser. La personnalisation. J'espère que vous retiendrez ça de cette vidéo aussi, bien que je le dise à peu près dans toutes mes capsules. Oui, Oxo est un peu indisposé par le terme capsule. Il dit, bon, c'est pas très français. Il me demande de plutôt utiliser vidéo. Mais enfin, bon, tant que c'est pas lui qui shoot les trucs, finalement, j'espère que j'ai encore le droit de faire un peu ce que je fais. Bon, voilà, ben ça y est, les problèmes commencent. Maintenant, j'ai éternué. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Donc, mon téléphone n'est pas encore tombé. Mais j'ai éternué. Bon. Eh ben. Alors, recorriger donc son alimentation tout de suite. Enlever cet horrible gluten. Tenir compte du génotype ApoE qui était évidemment E3, donc en plus, toutes ces céréales et tous ces féculents n'ont pas lieu d'être, high fat, low carb, et malheureusement, ces choix de fats ne sont pas bons parce qu'elles mangent des graisses pro-inflammatoires et pas du tout assez de graisses anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment une catastrophe, sa diète. Alors pour quelqu'un qui ne digère pas bien, qui ne parvient pas à prendre du poids, on a des preuves de malabsorption intestinale et oui, il y a un boulevard thérapeutique qui s'ouvre devant nous. Voilà. Bon, assez avec ce cas clinique, parce que oui, il se présente finalement beaucoup mieux et là, la patiente a compris qu'effectivement, il y avait de grosses erreurs qui persistaient. Je sais pas, elle a vu 36 nutritionnistes, enfin je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, disons qu'en tout cas moi je suis reparti de zéro et je vous ai expliqué ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore de retour, mais voilà, il y a de l'espoir. Et ce que je voulais vous dire avec ça, et ça je l'ai déjà mentionné au moins 2 fois dans les 120 vidéos de ma chaîne que je vous invite à aller explorer en fonction de vos centres d'intérêt. Ce que je vous ai déjà dit et que je vous répète aujourd'hui, ben, c'est de toute évidence le manque de fiabilité de ces fameux breath tests qui sont somme toute indirects, hein, bourrés de faux négatifs et de faux positifs, parce que parfois on a aussi des faux négatifs. Par exemple, quand la charge de lactose n'est pas suffisante pour susciter un résultat positif, et puis les faux positifs, ben voilà, ce cas-ci en est un. Donc, un test qui est grevé de quelques faux négatifs, mais de beaucoup de faux positifs, ne m'intéresse pas. Il faut absolument qu'on puisse distinguer l'intolérance vraie au lactose de l'intolérance secondaire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des breath tests, mais il faut les prendre avec des pincettes. Et moi, je préfère commencer par le génotype LCT. S'il est hétérozygote, donc une bonne et une mauvaise copie, ou homozygote sauvage, le sujet est tolérant au lactose. Alors, si la muqueuse est délabrée, qu'il y a une intolérance secondaire, il n'y a pas d'intolérance primaire, mais il peut y avoir une intolérance secondaire, auquel cas, ce qu'il faut alors faire, c'est tenir compte de la clinique. Et si la patiente est tolérante au lactose, mais boit un verre de lait à des ballonnements,
il y a des chances qu'il y ait une intolérance au lactose, pour autant qu'on ait exclu évidemment des allergies aux protéines laitières qui ne donnent pas spécialement des ballonnements, mais qui peuvent donner des inconforts digestifs qu'on pourrait confondre avec une intolérance au lactose. Donc on commence par le génotype LCT, les breath tests, bof, c'est quand même cher, c'est remboursé, oui d'accord, il faut aller à l'hôpital, etc. Bon, maintenant il y a peut-être des dispositifs à domicile, mais enfin il faut voir si c'est pas encore moins fiable. Donc méfions-nous un peu de ces tests voyez, mainstream, officiels, qui soi-disant édictent une vérité absolue, et ce n'est pas le cas. On a perdu Oxo en chemin, mais c'est pas grave. Et donc, c'est quand même intéressant comme conclusion. Mais ce que je voulais faire avec les quelques minutes qui me restent, c'est étendre. Moyenne, il y a les petits enfants là, il va falloir gérer Goliath. C'est même le fils de mon petit voisin qui parle, enfin pas mon petit voisin, le petit garçon de mon voisin qui parle moyenne, qui parle 36 langues, italien, luxembourgeois, français, russe. Bon, et ici, au Luxembourg, tout le monde est polyglotte. C'est très bien. Et donc, cette histoire de test mainstream foireux, il faut bien dire ce qui est, on en a la preuve ici, me relance dans des réflexions au sujet. Il y a Goliath qui attire l'attention du petit voisin, il est tout à fait. Oula. Bon, écoutez, c'est un peu agité, on va faire ça pour finir. Et donc, je voudrais bien profiter de l'occasion pour inciter mes collègues médecins, collègues non médecins, mais tous les professionnels de la santé qui font des approches inspirées par la médecine fonctionnelle, ou alors les médecins fonctionnels qui pratiquent une médecine fonctionnelle. Parce que dans médecine fonctionnelle, bon, c'est un peu source un peu de confusion. Il y a des non-médecins qui font de la médecine fonctionnelle. Bon, c'est comme ça, je ne m'en offusque pas, mais ça mélange un peu les genres. Mais qui continue à le faire, mais je veux dire, bon, il faut faire attention à son vocabulaire. Et donc, ces collègues de tout type, je trouve, font une erreur absolument fondamentale. Ils respectent, ils poursuivent, mais bon, c'est follow, c'est de l'anglais traduit en français, hein, ils appliquent, voilà, c'est mieux, des protocoles. Eh oui, des protocoles. Donc ils font exactement la même erreur fondamentale qu'en médecine conventionnelle. C'est-à-dire, ils érigent le protocole en dogme. Et ça me révulse. C'est totalement mauvais. Et si on fait la médecine fonctionnelle, c'est pour échapper à cette catastrophe. Eh oui, les protocoles. Mais vous n'avez pas besoin de protocole en médecine fonctionnelle. De toute façon, en médecine fonctionnelle, il faut absolument personnaliser le cas à 100%. Alors, il n'y a pas de place pour un protocole. Hein? Alors, exemple, eh ben, c'est toujours le même. Pourquoi est-ce que beaucoup parmi mes collègues, surtout ceux qui sont influencés par la médecine anti-âge, mais qui prétendent faire de la médecine fonctionnelle, mais qui en fait n'en font pas, enfin, ou ne la font pas comme je trouve qu'ils pourraient la faire, j'ose pas dire de vrai, parce que chacun fait ce qu'il veut. Ben, ici, je vous donne mon avis, hein. Chacun décide. Un médecin est tout à fait indépendant et libre de ses prescriptions. Mais bon, je suis ici pour essayer de faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche, et pour vous dire ce que je constate et qui me semble mauvais. Et cette manière de prescrire de la testostérone aux femmes, vous voyez, qui
s'approchent de la ménopause ou qui sont dans la quarantaine et après, et en périménopause et en ménopause, et il leur donne à toutes de la testostérone. Mais pourquoi? Je veux dire qu'on m'explique pourquoi. Est-ce que c'est logique de donner de la testostérone à toutes les femmes qui passent par ces cabinets de médecine fonctionnelle? De manière systématique? Ça sort d'où ça? Qu'est-ce qui a pondu ça? Ça vient de quoi? Ces femmes ont des testicules? Non. Alors, je comprends qu'ils peuvent peut-être moduler les doses, en donner plus, en donner moins, selon les taux, etc. Mais ils en donnent à tout le monde, à toutes. Alors les hommes, bon, il ne faut pas parler des hommes, on va parler des femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ce protocole? Alors, où je suis d'accord, c'est de bien réfléchir et de se dire, bon voilà, dans ce cas-là, le taux de testostérone est très bas, je ne peux pas donner de la DHEA où j'ai des limites parce que c'est une femme qui a la peau grasse et qui fait facilement de l'acné. Remarquez, dans ces cas-là, elles n'ont pas la testostérone basse, hein, mais bon, moi je vous invente un cas où on pourrait imaginer qu'on peut donner de la testostérone. Hein, et alors, testostérone basse, situation clinique, manque de libido, flagrant, ok, mais on va donner au cas par cas. Et dans l'exemple que j'ai choisi évidemment à dessein, ce sera rare. Oui. Mais non, moi je retrouve toutes ces patientes, elles ont toutes de la testostérone. Je ne parle pas que des pays francophones. Hein. En Angleterre, bon, ils sont restés pendant 30 ans à renier toute possibilité pour les femmes périménopausées et ménopausées d'avoir des soutiens hormonaux. Mais maintenant que c'est devenu tendance, hop, elles ont toutes de la testostérone. Qu'est-ce que c'est que ça pour de la connerie? C'est de la connerie. Bon, enfin, j'espère que personne ne se sentira choqué et qu'on échange. Hein. Pour moi, on peut faire des commentaires sur YouTube et j'y réponds toujours de toute façon. Donc, tout échange d'idées est le bienvenu. Mais derrière cet exemple, sur lequel je m'acharne un peu, j'avoue, c'est le problème du protocole. On ne suit pas des protocoles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de patients, ils reçoivent toutes les hormones possibles et imaginables, toute la liste. Mais est-ce qu'ils ont besoin de toute la liste? Enfin bon, à vous de juger. Hein. De toute façon, le patient choisit. Bon, j'espère que c'est pas trop mal cadré, parce que je ne sais jamais quand je retourne ce truc. On va finir sur Goliath, parce que le temps est imparti. Alors, le petit Goliath se met à l'ombre, il a bien raison, et je ne sais pas ce qu'on va faire demain et dans les jours qui suivent, parce que il y a une canicule. Et Oxo me dit, à juste titre, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des félicules? Or, je ne sais pas. Répondez-lui, dites-lui ce que vous en pensez. À bientôt. Merci, salut.